Et bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, donc c'est la première soirée de Bordeaux KT. Bordeaux KT, ça avait été créé par, entre autres, des personnes qui sont dans cette salle. Il y avait une tentative en 2020, sauf que le Covid a fait. Et donc on commence pour de vrai aujourd'hui. Donc nous, on est un user group. Donc l'idée, c'est qu'on va se réunir probablement tous les 2-3 mois et pour discuter de Kotlin et tout ce qui est en rapport. Je vous ai mis les liens utiles si vous voulez nous contacter ou juste suivre les nouveaux événements. Juste un truc, le Blue Sky il est tout nouveau, c'est un miroir. Pas nous envoyer des messages par là, mais tous les autres vous pouvez nous envoyer des messages par là et on les reçoit. Donc ce soir, on est dans les locaux de 4SH au Hayan, qui va sponsoriser la soirée. Et donc 4SH à l'origine c'était une entreprise qui était surtout orientée Java, passée du côté Kotlin en 2018. Plein de projets de différents styles. Les plus grands, ça va être dans tout ce qui est monde douanier, donc l'aéroport Charles de Gaulle, tout ce qui va être aéroport et port à La Réunion, aux Seychelles, etc. On va aussi avoir tout ce qui est bornes électriques pour le réseau EDF et voitures électriques, et plein de petites choses comme ça. Plus récemment, 4SH commence à faire des formations, Kubernetes, Mongo, etc. Donc, c'est intéressant. On est aussi aidé par JetBrains qui nous donne pas mal de merch. Il y en a plein là-bas. Et aussi, peut vous intéresser, ce soir, on va faire un tirage au sort de 2 clés annuelles pour IntelliJ ou les autres outils comme ça. Peut-être intéressé, on en reparlera après la talk de salon. Et on va regarder ça. Alors normalement, ici en début de présentation, je viendrai parler des nouveautés de Kotlin et de ce qui s'est passé depuis la dernière réunion. Sauf que déjà aujourd'hui, c'est la première soirée. Et en plus, la dernière version, c'était 2.0. Et 2.0, il ne s'est pas passé grand-chose au niveau du langage. C'était beaucoup des modifications internes, tout ce qui est performance, stabilisation. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Donc à la place, vu que c'est la première fois, je vais vous présenter très très rapidement l'historique de Kotlin. Et pourquoi on en est là. Donc Kotlin, ça commence en 2010. C'est à ce moment-là que le développement commence en interne. À ce moment-là, ils n'en parlent pas beaucoup. C'est en 2016 qu'on va avoir la première version officielle. Et à partir de ce moment-là, tout va accélérer beaucoup plus. Donc, l'année d'après, on a le support officiel sur Android. L'année d'après, on commence à avoir des versions sérieuses utilisables de Kotlin.js, de Ktor, alors la stabilisation de Ktor, la stabilisation des coroutines. En 2019, donc on est 3 ans après, on est le langage officiel pour Android en place devant Java, etc. Et jusqu'à maintenant, où cette année, on a eu la sortie de K2, qui est une réécriture complète du compilateur, où jusqu'à maintenant, on utilisait le compilateur initial, qui était leur prototype de création. Et n'est plus très maintenable. À l'origine, Kotlin s'est créé comme remplaçant de Java pour JetBrains, qui crée énormément d'applications Java, par exemple, et quelque chose qui soit plus agréable. L'idée, c'est vraiment de garder exactement les mêmes concepts que Java, mais d'avoir un compilateur qui est beaucoup plus intelligent et un langage plus concis pour que ce soit plus agréable à utiliser dans la vie. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et ben, en fait, ils vont regarder les patterns qui sont vraiment communs dans le monde Java et des choses qui sont considérées comme des bonnes pratiques, et ils vont leur donner une meilleure syntaxe. D'ailleurs, on peut jouer au jeu. On peut prendre le bouquin Effectif Java et regarder pour chaque point de comment il faut faire en Java et de à quel point en Kotlin on a juste une syntaxe exprès pour. On va faire le jeu très rapidement. Le premier point de Effective Java, c'est qu'il faut utiliser des méthodes de factory statiques à la place des constructeurs. En Kotlin, on a des top-level functions qui sont là exactement pour ça et pour simplifier la syntaxe. Le deuxième point, utiliser les builders. Alors nous, non seulement on peut utiliser les builders, mais en plus on a un tout nouveau pattern qui est le pattern DSL, même pas mal plus expressif. Troisième point, utiliser le singleton. On a un mot-clé pour. 7. Éviter les finalizers. On n'en a pas. De 8 à 10, utiliser equals, hashcode et toString. On a le mot data qui les fait pour nous. De 13 à 14, tous les champs doivent être privés avec des getters et des setters. Et bien nous, non seulement c'est possible, mais en plus c'est obligatoire. C'est pas possible de créer un champ public. Tous les champs en Kotlin sont toujours des champs privés avec des getters et des setters. 15. Éviter la mutabilité. Encore une fois, en Java, pour créer quelque chose de lecture seule, on va utiliser le mot-clé final, qui est assez long, et donc les gens ont tendance à ne pas le faire. En Kotlin, c'est la même quantité de code pour écrire val ou var, et donc les gens vont beaucoup plus facilement éviter la mutabilité. Niveau 16, il vaut mieux utiliser la composition qu'utiliser l'héritage. Et mot-clé pour. Niveau 17, il faut
quand on crée une classe, il va falloir penser soit la faire volontairement dans le but qu'elle soit héritée, soit et interdire l'héritage. Et ça tombe bien, en Kotlin, par défaut, c'est au 19, il faut éviter les sections statiques dans les interfaces. Kotlin, on n'a pas statique du tout. À la place, on a le concept de companion object, et vu que c'est quelque chose qui est bien défini à côté de l'interface, on ne va pas avoir ce problème-là. 21. Utiliser les lambdas pour représenter des stratégies. Kotlin, on a les lambdas avec une syntaxe beaucoup plus courte, ce qui va faire que c'est beaucoup plus encourageant de le faire. Bon, je ne vous fais pas toute la liste, je ne vais pas faire tout le bouquin. Vous avez compris l'idée. L'idée, c'est que Kotlin, c'est vraiment un langage où on va dire qu'est-ce que c'est les bonnes pratiques en Java, qu'est-ce que c'est les choses que l'expérience avec Java nous a montré que c'était des bonnes idées. Et on va faire ça en beaucoup plus facile, en beaucoup plus concis, et donc en beaucoup plus maintenable. Ça, c'est la raison principale pour laquelle Kotlin est devenu très très populaire, particulièrement chez les développeurs Java. Après tout, si on peut faire exactement la même chose que ce qu'on fait déjà, mais en moins d'efforts et avec moins de chances de se tromper, il n'y a pas trop d'inconvénients. Mais Kotlin, c'est aussi plein de choses que Java n'a pas. On va avoir tout ce qui est gestion des nuls. On a tendance aujourd'hui à en parler un peu moins parce que Kotlin gère les nuls. Mais bon, les gens en Java, ils ne l'ont pas encore. Même si peut-être que ça va arriver d'ici 3-4 ans, il y a Step qui a commencé. On va avoir la séparation entre list et mutable list qui va nous permettre d'éviter tout ce qui est unsupported operation exception et tout ce qui est cassage de la situation de Liskov qui est très commun en Java avec les collections pour unmodifiable list. On va avoir tout ce qui est délégation, on va avoir les règles directement dans le langage. On va avoir les extensions qui nous permettent de faire évoluer des API de manière beaucoup plus souple. On va avoir tout ce qui est DSL, on va avoir les coroutines. On va avoir les value class, qui sont quelque chose que Java est en train d'explorer et qui sera peut-être là dans 3 ans. Peut-être. Et souvent, les gens, quand on commence à parler de Kotlin, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'on voudrait remplacer Java. Pas vrai. Déjà, Kotlin, on est principalement sur la JVM, et donc le fait que Kotlin soit en croissance, ça aide la JVM. C'est quelque chose où ça socle la JVM comme une technologie qui va rester pendant extrêmement longtemps, comme elle est déjà restée pendant très longtemps. Ensuite, on sait que Java, c'est un langage qui est principalement développé en s'inspirant des bonnes idées qui viennent d'ailleurs. Et donc le fait d'avoir un langage qui est assez propre, surtout au niveau assez proche au niveau des concepts, et qui pousse de l'avant, ça va permettre aussi à Java de s'améliorer. Et donc on voit qu'il y a beaucoup d'idées en rapport avec Kotlin qui ont récupéré, qui va être record, qui va être les seal classes. Évidemment, Kotlin n'était pas le seul langage à les tester, mais bon, forcément. Mais encore une fois, on ne s'arrête pas là. Dans le monde Android, pendant très longtemps, Java c'était le roi, et après Kotlin est sorti, et quasiment immédiatement tout le monde est passé sur Kotlin. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que dans le monde Kotlin, le Java, c'est pas exactement le Java qu'on connaît côté serveur. Il y a quelques API qui sont différentes, et surtout, il y en a beaucoup qui sont en retard. Là, aujourd'hui, Java 23 est sorti. Sur Android, vous ne pouvez pas utiliser au-dessus de Java 17. Pas de pattern matching, pas de virtual threads, pas de sequence collections, pas de variables non nommées. Et là, je parle que des appareils sur Android 14 qui sont sortis il y a un peu moins d'un an. Vous devez supporter des appareils anciens, encore plus anciens, c'est très probablement le cas. Vous êtes bloqué sur Java 11, même encore avant. En 2014, Java récupère les lambdas, et qu'en 2017, que ça va être possible d'avoir des lambdas sur Android. Alors que dès 2016, on peut le faire si on utilise Android en Kotlin. Et donc tout ça, ça va être des raisons qui vont donner de l'intérêt à cet écosystème. Ensuite, donc on est sur tout ce qui est mobile. Face on a Swift. Kotlin est aussi natif sur Swift, sur iOS. En fait, Kotlin est compilable sur la majorité des architectures via LLVM. Et aujourd'hui, les efforts, ils sont surtout dans la direction des appareils Apple, particulièrement mobiles, parce qu'on ne va pas retrouver de JVM dessus. On va pouvoir utiliser. À l'origine, le but, c'était principalement de partager du code interne, et donc tout ce qui va être requête réseau, logique métier, etc. Et plus récemment, dans les 3-4 dernières années, ils commencent vraiment à s'intéresser à tout ce qui est partage d'UI. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on a Salomon qui est là pour parler. Aujourd'hui, la relation entre Kotlin et Swift n'est pas complètement parfaite. Déjà, Kotlin vise beaucoup tout ce qui est Objective-C. Et Objective-C, pour ceux qui Swift, ça fait un peu vieillot. Il y a certaines API qui ne sont pas super agréables.
particulièrement, il y a des concepts que Kotlin a, que Swift a, mais que Objective-C n'a pas. Et on passe par le pont. Là, ils vont pas forcément. Donc il y a quand même encore des petits inconvénients, mais JetBrains travaille dessus, et tout le monde travaille dessus. Donc j'ai fait énormément d'efforts là-dessus aussi. La poussée principale de JetBrains en ce moment. Enfin, moi, personnellement, je fais pas d'iOS, donc je ne vais pas dire grand-chose de plus. Ensuite, on a bien évidemment JavaScript. JavaScript qui était la première plateforme non JVM qui est sortie pour Kotlin en expérimental. C'est la première à se faire. Et dès Kotlin 1.0, il y a déjà des discussions, il y a déjà une version très expérimentale de version sur. Au niveau expérience utilisateur, ça va beaucoup ressembler à utiliser TypeScript. Donc il va falloir créer des headers en Kotlin pour pouvoir utiliser des fonctions et le type. Et après, le code va être transpilé. Le compilateur Kotlin va générer des fichiers .d.ts. Donc, si on veut appeler une fonction Kotlin depuis TS, on peut, et on a tous les types qui sont faits. Avec juste l'astérisque que le système de type de Kotlin et le système de TS sont quand même très différents. Et donc, il y a certains concepts qui ne vont pas pouvoir se perdre. Dans TypeScript, tu as les unions. Si vous voulez appeler des fonctions comme ça, bah, il y a de l'information de type qui perd un petit peu. Et donc la grosse différence par contre entre les deux, c'est que TS essaie vraiment de ressembler le plus possible à JavaScript. Donc par exemple en JavaScript, la concaténation de listes, ça veut rien dire. Et du coup en TS, ils l'ont interdit. Ils ne voulaient pas garder le comportement où ça veut. Enfin. Et du coup, ils l'ont interdit parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Alors qu'en Kotlin, on l'autorise. Et ça fait de la concaténation de listes comme Kotlin part. La manière dont c'est fait, c'est que Kotlin ne va pas directement utiliser tous les types fournis par la bibliothèque standard JS. En fait, il va recréer ses propres types pour les choses qui ont des comportements un peu bizarres. Et donc, par exemple, on va avoir notre propre type de liste, propre type de map. L'avantage, c'est que si vous êtes habitué à Kotlin ailleurs, bah, ça se comporte pareil. L'inconvénient, c'est que du coup, il y a un peu plus de poids et ça va rendre un peu difficile le fait d'avoir une appli mixte TS Kotlin. Parce que du coup, il y a tous ces nouveaux types-là, il va falloir faire des conversions à chaque fois de l'un à l'autre, pas les utiliser. En pratique, ça veut dire qu'on ne va pas trouver de bibliothèques dans l'écosystème JS qui sont écrites en Kotlin. Que ça demande du setup en plus du côté de la personne, du côté de la libJS pour dépendre sur la bibliothèque. Ça demande des mappeurs en plus. C'est pas quelque chose qui va beaucoup se faire. Par contre, il y a un écosystème très riche de bibliothèques Kotlin qui portent l'exécution sur JavaScript. En officiel, on va trouver, il y a une bibliothèque pour utiliser React, il y a une bibliothèque pour utiliser Electron, une bibliothèque pour utiliser Node, MUI, etc. Et on va retrouver aussi des frameworks Kotlin qui fonctionnent sur JS, soit pour faire du réseau, soit pour faire de l'IA, etc. On peut citer Ktor, bien évidemment. On peut citer Cobweb, Kilua, Doodle, Fritz, Navision. Je suis sûr que j'en ai. Donc il faut un peu le voir que là où l'objectif principal de JS, c'était vraiment à l'origine, c'était de faire des petites animations et d'avoir des trucs relativement simples, vraiment du script, comme c'est dans le nom. À côté, Kotlin hérite beaucoup plus de la JVM, où la JVM, dès le début, l'objectif c'était vraiment d'écrire des énormes codebases qui sont maintenables, qui sont bien structurés. Et donc on va voir vraiment une différence dans les approches de développer un peu tout, qui viennent de cette différence. Et donc pour des grosses applications, et des grosses applications web, Kotlin en JS, ça peut être bénéfique, parce que ça va permettre de partager du code entre le back-end, et ça va garder ce modèle mental qu'en général les développeurs back-end avec. En général, les développeurs back-end, ils n'aiment pas trop JS. Chacun ses goûts. Et plus récemment, on a Wasm. Alors Wasm, on n'en a pas beaucoup entendu parler jusqu'à maintenant. C'est pas trop dans la grande vision publique. Donc Wasm, c'est un nouveau format de bytecode. Donc un peu la même idée que la JVM, sauf que c'est poussé par les navigateurs. Pourquoi? Les navigateurs, ils ont plusieurs problèmes avec JavaScript. L'un d'eux, c'est qu'aujourd'hui, les applications JavaScript, elles sont énormes. Et du coup, tout ça, il faut l'amener par le réseau. Il faut l'avoir dans le navigateur. Il faut que le navigateur, il le parse. Il faut que le navigateur l'interprète. Et tout ça, surtout sur des machines pas très puissantes. C'est le jus. Et donc, les navigateurs voudraient une solution à ça. L'idée de Wasm, c'est que vu que c'est un bytecode, beaucoup du travail a été fait en avant. Il est beaucoup plus compressable. Et donc, ils vont pouvoir gagner sur ces choses-là.
Une autre chose qu'ils ont fait dans la foulée, vu que ce sont des développeurs de navigateurs, un problème qu'ils ont qui est très important pour eux, c'est tout ce qui est autour du sandboxing. Et donc ils l'ont intégré directement dans la spec. Donc un module Wasm, on va pouvoir l'exécuter en lui donnant des droits spécifiques, même si on ne lui fait pas confiance. Il va faire que ça va aussi beaucoup améliorer les performances dans le navigateur, parce que le navigateur a confiance. Le module ne peut pas aller vers l'extérieur, et donc il n'a pas besoin de recréer des surcouches, etc. Comme vous voyez par exemple Chrome qui crée un processus pour chaque onglet, pour être sûr que même si quelque chose arrive à sortir, il ne peut pas taper les autres onglets, tenir les deux. Ça coûte. Ça avec Wasm, avec un peu de chance, tout ça c'est des choses qu'ils ont annoncées, avec un peu de chance ça va améliorer. Par contre, l'arrivée de Wasm dans les navigateurs, c'était cette année, officiellement. Donc, si vous avez des utilisateurs qui utilisent des vieilles versions de vos navigateurs, eh ben, c'est pas pour vous, et c'est pas pour vous avant un bon bout de temps. Ça dépend de combien d'années ça remonte vos utilisateurs, mais si vous avez des utilisateurs sur Internet Explorer, bon, Wasm n'y est pas. Ça, c'est ça. Ça, c'était Wasm côté front. Wasm, ça peut être aussi intéressant côté back, vu que c'est un nouveau type de bytecode, qu'il a sa propre sandbox, et qu'il est cross-technologie, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compiler beaucoup de langages vers Wasm. C'est-à-dire que potentiellement, on va pouvoir utiliser des bibliothèques écrites dans des langages différents dans un même projet. Et pas quelque chose qu'on a l'occasion de faire, franchement, aujourd'hui. Wasm côté back, c'est déjà supporté aujourd'hui par Kubernetes. Donc si vous utilisez du Kubernetes, vous pouvez exécuter vos modules Wasm directement, vous pouvez directement déployer du module Wasm, ça veut dire sans utiliser de JVM et sans utiliser de conteneur. Kubernetes va vraiment exécuter le module directement, il n'y a pas besoin de conteneur. Alors l'avantage, ça va être de l'amélioration de performance, ça va être de la simplicité, ça va être beaucoup plus facile de déployer, enfin beaucoup plus facile. Ça reste très récent, donc le tooling au côté, je sais pas exactement ce qu'il et l'autre avantage, c'est que c'est fait pour des architectures en microservices où on a des machines qui sont assez peu puissantes, qui commencent à devenir un peu plus la norme aujourd'hui. On va déployer sur beaucoup de serveurs pas très puissants plutôt qu'un énorme serveur. Et un peu l'inconvénient, c'est que la JVM est faite pour travailler sur des énormes serveurs. Et donc si vous regardez des conférences de gens qui travaillent sur la JVM, à chaque fois qu'ils entendent parler de microservices, arrêtez, faites pas ça, c'est vraiment pas une bonne idée. En particulier le conseil que c'était Rémi Forax qui en parlait il n'y a pas longtemps à Bordeaux, au Bordeaux Jug, qui disait mais surtout n'ayez pas une JVM avec un seul cœur parce qu'elle va pas être capable de gîte. Il faut au moins 2 ou 3 cœurs, au moins en début de vie, pour qu'elle soit capable de gîte et après vous pouvez la restreindre. Parce que sinon, la JVM va être extrêmement lente. Juste petit astérisque, Kotlin a besoin de 2-3 features de Wasm qui n'étaient pas dans la toute première version qui a été livrée, en particulier tout ce qui est autour du garbage collector. Donc, c'est pas parce qu'il y a marqué qu'un truc fonctionne avec Wasm que nécessairement vous pourrez utiliser du Kotlin dessus aujourd'hui. Mais bon, ça va arriver d'ici pas longtemps. Là, je crois pas qu'il y ait trop de vraiment utilisés qui supportent. Safari, ils ont activé le. Alors, ils ont activé Wasm il y a quelques mois. Ah Et il y a le GC dedans ou pas? Donc, tout ça pour dire, autant les autres plateformes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, c'est des choses qui sont utilisables aujourd'hui, autant Wasm, il y a quand même, c'est peut-être encore un peu le futur. Je vois mal aujourd'hui des grosses productions se lancer dessus. Par contre, l'avantage, Wasm côté client, vous pouvez faire une version Kotlin.js en backup. Donc vous pouvez déployer le même code, une version en Wasm, et si jamais vous êtes sur un appareil qui ne le supporte pas, passer sur la version Kotlin.js. Il y a des petites astérisques sur. Ça va vous rajouter des contraintes sur ce que vous utilisez pour faire de l'UI, notamment. Tout ce qui va être interne, tout ce qui va être gestion de la logique, va être requête HTTP, tout ça, de toute façon, vous utilisez probablement Ktor. Et donc, lui, il gère les deux de manière complètement transparente. Par contre, au niveau de l'UI, ça va être un poil plus. Je sais pas si t'en parles toi après. Bon, bref. Voilà. Tout ça pour dire, le Kotlin aujourd'hui, c'est pas que la JVM, et ça fait un bon bout de temps que c'est pas que la JVM, quasiment depuis la version 1. Mais aujourd'hui, à la surprise d'un peu de tout le monde qui suivait le langage il y a à peu près 5 ans, aujourd'hui, Kotlin, quand on en parle, c'est vraiment connu comme quelque chose qui est fait pour Android. Qui m'a surpris. Moi, j'avais commencé à faire du Kotlin avant que ça devienne vraiment un truc en Android. Et moi, ce qui m'intéressait au début, c'était vraiment le partage Kotlin.js. En France, on fait pas énormément de mobile. Je dirais dans l'audience. Les entreprises qui font beaucoup de mobile, mais en général, c'est beaucoup plus d'applis web. Et ensuite,
Je vais laisser la parole à notre invité, Salomon Brice, qui va nous parler de Compose multiplateforme. Ça va être la manière de faire de l'UI.